Alors, bonjour. J'ai oublié de tourner ma caméra. Bonjour, je suis sur le pont Louis-Philippe et je vous avais promis un voyage dans le temps, un retour, non pas vers le futur, mais un retour vers le passé. Et je suis donc à Cahors, petit village gaulois. Pourquoi? Parce que c'est comme une... ça date du Moyen, pas du Moyen, mais c'est très moyenâgeux, comme vous allez voir, avec les maisons en colombage. Mais c'est avant tout une ville gallo-romaine. Ça date des Romains. Donc on peut croiser Astérix, Obélix et même Idéfix sur les chemins de notre visite de la ville de Cahors. Donc, on va regarder l'entrée. Alors c'est une presqu'île entourée du Lot qui contourne, qui fait un lacet autour de la ville. Carrément, la ville est entourée d'eau, sauf au nord. Là, je suis au sud. Vous voyez, au sud, il y a un pont. Et c'est le pont Louis-Philippe. Hein, le pont Louis-Philippe, qui est un dirigeant de la France des années 1800 et très important. Et vous voyez, ça continue comme ça sur le boulevard Gambetta. Il y a une voie, il y a une grande allée à Cahors, c'est l'allée boulevard Gambetta. Pourquoi Gambetta? Ben, c'est un célèbre politicien qui était originaire du coin, de la ville. Et dès qu'on rentre dans la ville, ben, qu'est-ce qu'on découvre? Le poste de garde, comme nos Romains qui nous attendent. Ils sont fous, ces Romains. Parce qu'il ne faut pas oublier que pas Gambetta, mais Cahors a été évidemment conquis. Contrairement au village gaulois, a été conquis et a changé de nom. Alors, avant de vous donner le nom de la ville romaine, maintenant aujourd'hui ça s'appelle Cahors, je vais... C'était les Cadurques qui habitaient ici. Alors, c'était la ville de Cadurcé. Et les Romains, quand ils l'ont conquis, c'est devenu Divona Cadurreum, un nom romain. Alors, les villes romaines s'appelaient souvent avec un Rome à la fin. Babaorum, comme dans les histoires des Gaulois. Et là, en rentrant dans la ville, avec ce fameux boulevard Gambetta, on tourne à droite, parce que ce qui est intéressant, c'est le côté droit. Il y a aussi le côté gauche, mais je vais vous expliquer pourquoi plus tard, après notre visite, la fin de notre visite. Ça va être la fin de la cerise sur le gâteau. Donc, quand vous arrivez, vous tournez à droite. Les pèlerins, parce que c'est sur le chemin de Compostelle, tournent à droite aussi, suivent les indications. Il y a un célèbre magasin qui s'appelle, vous voyez ici, Camino Loc, et qui est spécialisé pour les pèlerins, qui est fermé. On est dimanche, hein, alors c'est fermé, malheureusement. Donc, c'était ça. C'était pour vous le montrer, le Camino Loc, qui est connu dans le milieu du monde des pèlerins. Et là, vous voyez, il y a des signes qui ne peuvent pas tromper. Vous voyez, ça c'est le signe du chemin, ce qu'on appelle le Via Piodensis, ou le chemin du puits. Parce que on est sur le chemin le plus important en France, parce qu'il y en a plusieurs. Et c'est celui-là que je vais entreprendre aussi bientôt. Je vous montrerai où je vais partir. Alors, vous voyez, quand vous arrivez ici, il y a une indication très claire pour tourner à gauche. Ça veut dire, quand vous êtes sur le chemin, que vous devez tourner à gauche. Alors, on va tourner sur la rue Nationale. C'est la rue
On fait une visite touristique où on le fait pas, hein? Et on va tourner donc sur la rue nationale. Je vous ai préparé une belle visite. Ah non, ça c'est pas la rue nationale. Où est la rue nationale? Est-ce que je l'ai manqué? Je vais la trouver. En tout cas, je ne la trouve pas. On va y aller sur cette rue-là, qui est la rue Hélène Menges. Il y a un plan de toute façon. Vous voyez, on est vraiment dans la cité médiévale. Même si c'est un village, c'est une ville romaine. C'est surtout développé. Vous voyez, ça c'est vraiment comment elle est construit. Ben oui, ça a l'air d'être ça. On va prendre cette rue-là, on va prendre la rue Hélène Menges. Et on verra. Hein, on verra. On se promène. Ah oui, c'est la rue nationale. Elle change de nom. Vous voyez, j'ai fait à peine quelques 50 mètres. Et c'était la rue Hélène Menges. Et là, ça devient la rue nationale. Ah là là, les rues moyenâgeuses, c'est des... Tu te perds là-dedans, vous voyez, la rue nationale. Ne cherchons pas à comprendre. Les gens pensaient d'une certaine façon, c'était pas continu. J'habite sur le bout de la rue nationale. Elle dure 500 mètres, ou la rue Hélène machin chouette, elle dure 400 mètres. Vous voyez, alors, faut pas trop s'énerver avec ça. C'est comme ça que les gens pensaient. Vous voyez, c'est des rues qui serpentent. C'est vraiment fantastique. C'est de toute beauté. Je découvre avec vous la ville qui est fantastique. Regardez-moi ça. Alors, ce qui est typique aussi à Cahors, c'est ces petites rues. Je vais vous en montrer encore une plus petite. Vous voyez, qui n'est pas une rue en fait, c'est une impasse. Impasse Père Boyre. Et elle donne sur cette porte en bois, qui n'est pas d'hier non plus. Ah, ça c'est aussi très intéressant. Ah oui, je vais vous montrer les colombages. Ici, les structures, vous voyez, en bois. Ce n'est pas du colombage, on va en voir plus loin. Alors en voici du colombage, ce qu'il y a de plus typique au Moyen-Âge. Alors comme je l'ai déjà dit, ils mettent la structure. Contrairement à nos structures aujourd'hui, on ne voit pas la structure. Ici, les structures sont apparentes. Alors ils font des structures et ils remplissent ensuite de ce qu'ils ont sous la main. Ça peut être n'importe quoi, des briques. Ici, c'est un genre de ciment. Tout est permis. Alors ici, j'ai la rue du docteur Berguignou, 1849-1932. Et ils ont marqué érudit quercinois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, érudit quercinois? Ben, érudit, on le sait, c'est Quercy, c'est que le c'est la région de Cahors. On est dans le Quercy. Et ils appellent ça même plus précisément la région du Quercy blanc. Vous allez me dire pourquoi le Quercy blanc? Je vais vous expliquer. Le Quercy blanc, c'est que la roche de la région, c'est une roche blanche, très blanche, de calcaire. Et à cause de cette pierre qui a servi moult choses, ils ont appelé ça le Quercy blanc, en référence à la couleur de cette pierre. Oui, alors c'est tout simple, on va enlever Quercy blanc. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Vous allez le savoir. Alors je suis par hasard vis-à-vis l'église Saint-Ursis. Et tenez-vous bien, cette église-là date du XIIe siècle. Alors c'est pas jeune ça, hein? C'est quelque chose. L'église du XIIe siècle. L'église Saint-Ursis.
Aussi le nom, là, Ursis, je peux vous dire que j'en ai jamais connu des Ursis. Parce que c'est un nom, alors il faut le porter. Vous voyez, j'invente rien. Et vous voyez, en haut, si je monte, on dirait un nid de, je ne sais pas, de vieux corbeaux. Je dis vieux parce que tout est vieux ici. Vous voyez la rue à côté. L'église a été annexée avec la maison. C'est fou. C'est totalement fou. Alors on continue notre visite. Vous voyez ici le petit-fils d'Idéfix. Alors n'oubliez pas, on est dans le village des Gaulois. Alors c'est un Idéfix en noir. Hein, on se refuse rien. Là. On évolue avec son temps. On était au blanc, on est rendu au noir. Ah, ici, vous avez une explication comment ramasser ces crottes de chien. Et on a appelé le chien Toutounet. Alors moi, si j'avais un chien, je l'appellerais aussi Toutounet. Je trouve ça tellement mignon. Alors, je suis sur la place Henri IV. Et ça, ceci est la maison d'Henri IV. Je vais faire le tour avec vous, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'Henri IV est un personnage important et détesté par les gens de Cahors. Vous voyez, son écusson de sa maison a été détruit. Tout a été détruit. Pourquoi? Ben, c'est simple. C'est que Henri IV, qui est le premier grand roi de France, on l'appelait aussi le ver galant parce qu'il était plutôt un courailleux. Il aimait beaucoup les femmes. Le ver galant, c'est un nom pour définir un personnage qui court un peu à droite à gauche. Je vais traverser la rue pour que vous voyez mieux la maison d'Henri IV. Et vous voyez les superbes chutes. C'est un peu bruyant. Ah, ça c'est sa maison. Je vais me cacher du soleil. Alors vous voyez, ici on l'appelle aussi la maison de Roaldès. On est sur le quai de Champollion. Champollion, c'est celui qui a découvert les hiéroglyphes, qui a permis à déchiffrer, le premier à déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. Alors on est devant cette maison-là, qu'on appelle aussi la maison d'Henri IV, qui appartient à Henri IV. Henri IV, c'est donc le roi très controversé. Pourquoi les gens de Cahors le détestent? C'est que lui était protestant. Il s'était converti au catholicisme pour devenir roi de France, parce que la majorité des Français étaient catholiques. Alors, il n'y avait pas le choix, par la force, mais c'était un protestant. Alors, lui, il venait de Montauban, ben, pas, il venait pas, mais Montauban n'est pas très loin, et il a attaqué Cahors, il a massacré, détruit la ville de Cahors, et parce qu'il était protestant et que Cahors était une ville catholique, tout simplement. Alors, c'est pour ça que c'est un personnage extrêmement détesté à cause de ça. Alors, je voulais vous parler d'Henri IV. Et il a été assassiné, juste pour terminer sa triste vie. Ben, c'est pas une vie très triste, même c'est un tyran dans sa façon. Parce qu'il a fait beaucoup de choses quand même de positif pour la France. C'est pas un mauvais roi, c'est pas un dictateur. Les rois étaient plutôt tyranniques. Mais il a été assassiné quand même. Il n'était pas aimé. C'est peut-être quelqu'un qui venait de Cahors, il s'appelait Ravaillac. Alors on dit souvent Henri IV Ravaillac, pour référence à son assassin. Et c'est important ce roi-là parce qu'il est à la base de toute la lignée des Capétiens. Et les Capétiens, c'est les rois qui ont régné en France jusqu'à Louis XVI, celui qui s'est fait couper la tête. Donc, c'est un roi très important. Alors ici, on a une boutique Moby Carton, tout simplement. C'est une maison, une boutique qui fait des meubles en carton. Et c'est marqué ouvert. Vous voyez, je lis bien le français, ouvert. Et il n'y a personne, c'est fermé. Alors, c'est la deuxième boutique que je vois où il marque ouvert.
mais c'est pas ouvert. Donc, je sais pas comment le concept ouvert-fermé d'une boutique, comment ils le perçoivent, mais en tout cas, c'est pas de la façon que je comprends. Ah, ici, c'est une petite rue, alors c'est plein de petites rues. Au Moyen-Âge, c'était courant. On se promenait à cheval, à pied surtout. C'était très simple, la vie au Moyen-Âge. Et cette petite rue, je la filme parce qu'elle a un charmant nom. Elle s'appelle la rue du Petit Mot. Alors, la rue du Petit Mot. C'est mignon comme tout. Alors, même si je ne comprends pas le concept du ouvert et fermé, ben, je trouve, ça m'empêche pas de trouver les noms. Je ris parce que je viens de voir un autre nom de rue. La rue du Tapis Vert. Alors, vous voyez, je comprends pas pourquoi à Montréal, la ville des cônes orange, n'a pas de nom de rue plus joli, comme du Petit Mot ou du Tapis Vert. Vous voyez cette maison-là, vous voyez le colombage a été rempli par des briques. Et ici, on a une entrée, mais propriété privée. Alors, je découvre avec vous toute la splendeur de la ville de Cahors, qui n'est pas très grand. Hein. C'est une ville qui a sa plus grande rayonnance, parce qu'elle faisait une capitale du vin. Alors, ils exportaient partout du vin. Et il y a une belle arche ici. Ça c'est très joli. Alors, ils exportaient partout du vin du Cahors. Puis à un moment donné, le vin du Cahors a perdu de sa renommée. Et l'économie, ben, elle en a souffert. C'était pas du Bordeaux ni du... Maintenant, on redore le blason du vin Cahors. Alors, dans ses meilleures années, on était à 40 000 habitants. Et maintenant, on est à 20 000 parce que les jeunes, ils quittent la ville de Cahors pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas assez de travail. Le vin, ben, ça ne fait pas vivre assez parce qu'il n'y a pas d'industrie importante à Cahors à part le vin. Et le tourisme. Alors, comme c'est sur le chemin de Compostelle, le plus important chemin en France de Compostelle, ben, ça fait vivre la ville. Vous voyez ici, ça c'est les halles de Cahors. Ce qu'on appelle les halles, c'est les marchés tout simplement, couverts. Hein? Alors là, on arrive à la cathédrale de Cahors. Alors voici la cathédrale de Saint-Étienne qui a 900 ans. J'allais dire 800, mais c'est 900. C'est plus vieux, parce que Notre-Dame de Paris, c'est 800 ans. C'est plus vieux que la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors le fronton est gothique, mais l'architecture intérieure, tout le reste, est roman. Vous voyez ces dômes derrière, vous voyez peut-être pas très bien, mais il y a deux dômes. Ça, c'est de type roman. Et pour l'époque, quand ils ont fait ces deux dômes-là, en arrière là, du fronton, je vais agrandir. Vous voyez ces deux... Je peux pas agrandir, malheureusement. Mais vous voyez deux parties de dôme. C'est ça le chef-d'œuvre de la cathédrale Saint-Étienne. J'espère que c'est ouvert. Alors ici, on a la chance de pouvoir rentrer. Souvent les églises en France, contrairement en Espagne, elles sont ouvertes. Et vous allez pouvoir contempler les fameux deux dômes romans de l'intérieur. Parce que de l'extérieur, on ne les voit pas trop. Mais de l'intérieur, c'est beaucoup plus facile. Voyez ces deux dômes. Regardez comme c'est génial. Ces deux dômes, on les voit tout travaillés de l'intérieur. C'est fantastique. Celui-là est travaillé, mais l'autre est éclairé. Il y a même une rampe qui fait le tour. L'autre, malheureusement,
malheureusement n'est pas éclairé. Il n'y a ni rampe, ni fresque. C'est dommage. Mais on fait un beau travail quand même. Alors c'est 900 ans, regardez ces fresques qui sont assez abîmées, merci. En haut là. Paraît-il que, alors les églises, pour attirer les croyants, les pèlerins de partout, il fallait qu'il y ait une relique. Alors souvent c'est dit, c'est faux, parce qu'on a à Paris, on a l'aubépine du Christ. C'est peu probable qu'on ait, en tout cas, ça reste à voir, mais il y en a beaucoup de reliques dans les églises. Ici, c'est la coiffe du Christ. La coiffe du Christ. Alors, je ne sais pas si on va la voir, mais il y a une coiffe quelque part. J'essaie de voir où est-ce qu'elle pourrait se trouver. Je ne la vois pas. Alors, si je tombe dessus, je vous la montrerai, la coiffe du Christ. Alors la voici, la fameuse coiffe du Christ. Alors c'est en haut ici, là. Je vois à gauche, c'est marqué Charlemagne fait don du Saint-Suaire à l'église de Cahors. Alors supposément que c'est Charlemagne qui aurait été chercher le Saint-Suaire. Je ne sais où, très loin, parce que Charlemagne s'est beaucoup promené et l'a offert à Cahors. La voici. Et je vous fais une autre surprise qui vaut la peine, peut-être plus intéressant même que le Saint-Suaire ou la coiffe du Christ. Et c'est par cette petite porte dérobée qu'on y a accès. Vous êtes prêts? C'est le jardin intérieur. Alors, dans beaucoup d'églises, on a ces petits jardins intérieurs charmants où les gens, les moines, les gens de l'église venaient se recueillir. Alors c'est ce qu'on fait avec vous ensemble. Nous allons nous promener dans ils appellent ça le préau céleste. En fait, c'est le cloître de la cathédrale. Le préau céleste. Alors ça, c'est très poétique. Vous voyez, alors, ce que j'aime à Cahors, c'est qu'ils ont beaucoup de poésie. Vous voyez? On peut voir l'église sous un autre angle. Regardez bien. Vous voyez les deux dômes ici et l'église sur le côté, son côté droit, de toute beauté. Alors ça, je suis content d'avoir pu trouver ce petit passage qui n'est pas évident, c'est pas indiqué. Il y a juste une porte. Et pour aller dans le préau céleste, il y a juste une entrée, vous voyez, qui est juste ici. Alors, on a son petit tour céleste. Hein, quand je vous dis qu'on fait des visites exceptionnelles, c'en est une. On est dans les cieux, au ciel. Alors, quand je vous dis qu'on est au pays de la gastronomie, ici, c'est Blason Prestige. C'est un magasin, c'est une machine, c'est des distributrices automatiques. Comme le magasin est fermé à droite, ils ont une distribution automatique avec les plats du pays au même prix que ceux du magasin. Alors ceux qui ont faim, vous allez avoir plus faim. Alors vous avez ici du gâteau cuit à la broche, du confit de porc, de la brindille d'Aveyron. J'ai aucune idée de ce que c'est.
des jambons, des salamis, une tarte aux noix de Puy-l'Évêque, du pain d'épices au miel. Ici, vous avez la terrine occitane à l'ail noir confit du Tarn, des rillettes de cuisses de canard. Ça ressemble à du cassoulet, un genre de cassoulet, alors des haricots blancs. L'authentique pâté du Quercy, des fèves marinées, pâté du dimanche, foie gras, etc., pâté de campagne, tout y est. Et il y a même des pièces de viande ici. Et la liste des prix. Je vois ici des fromages. Moi, je suis amateur de fromage. Alors, c'est en bas, les fromages. Alors, ben, il y a des boutiques ouvertes, tout est ouvert. Mais si vous voulez des spécialités, ben, il y a tout ce qu'il faut à Cahors. Même les spécialités, évidemment. On mange bien ici. Je voulais vous montrer le meilleur restaurant de Cahors, mais il est malheureusement fermé. Il va ouvrir à la saison touristique. Ici, évidemment, on est dans la période creuse. Alors ici, c'est l'hôtel de ville, beaucoup plus récent. Mais c'est quand même là où habite notre grand chef Abraracousix, du village, toujours de notre village gaulois, des irréductibles gaulois. Alors je m'approche de la rue Gambetta, qui est le cœur de la ville, par une vieille rue toujours très moyenâgeuse que j'adore. C'est la rue J.B. Delpech, comme le chanteur Michel Delpech. Pour ceux qui aiment la chanson française, connaissent Michel Delpech. Il nous a quittés il y a à peu près 5 ans. Alors c'est impossible de se perdre dans Cahors, qui est tout petit, une grande rue, la rue Gambetta, et de chaque bord, c'est l'eau. Donc, soit que vous tombez à l'eau, soit que vous vous ramassez sur le boulevard Gambetta. Donc c'est impossible de se perdre. Vous voyez, je suis en train d'arriver, j'étais sur le bord de l'eau avec la maison Henri IV, et je m'approche du boulevard Gambetta. Alors si vous avez la chance de venir à Cahors, c'est le côté droit, la vieille cité où j'étais. Je suis en train de sortir. Et à gauche, il y a le symbole. Je vous garde ça pour la fin, évidemment, le symbole de la ville de Cahors. Vous voyez, je suis déjà rendu au boulevard Gambetta. Ah oui, c'est vraiment pas... Ça, c'est la moitié de la ville en largeur. En longueur, ben, c'est un peu plus long quand même. Alors, vous voyez, c'est pas très grand. Mais, je peux vous dire, les gens sont charmants. Ah oui, alors ça, c'est pour mon ami Pierre. C'est la rue du chef cuisinier. Je ne le connais pas, j'imagine que il s'appelle Pierre Escobiac, de venir du coin. Alors en France, évidemment, capitale, pas capitale, mais pays de la gastronomie, ben, c'est sûr que même les chefs ont droit à leur rue. Au Québec, c'est pas le cas. C'est comme la polka, on danse avec ça. Alors je suis revenu sur la rue du grand chef cuisinier Pierre Escobiac pour vous montrer, et je reviens dans la cité, parce qu'il y avait quelque chose que je voulais vous montrer, et je passerai pas par le même chemin, je vais prendre un autre chemin. Je vous dis pas quoi, mais ça vaut la peine. Alors, je suis sur la rue de la Fondue-Haute. Alors, pourquoi la Fondue-Haute? Ben, c'est ma rue où mon gîte se trouve. Alors, vous voyez la cathédrale au loin.
je reviens sur mes pas. Mais comme c'est pas loin, tout est proche ici. Vous voyez mon auberge jeunesse qui est sur la Fondue Haute, je sors et j'ai accès à tout. Alors si vous venez visiter cette ville, peu importe où vous prenez votre gîte à Cahors, c'est tellement petit Cahors que vous êtes proche de tout. Et les gens, je l'ai déjà dit, sont d'une gentillesse incroyable. On est loin des Parisiens. Alors voici ce que je voulais vous montrer. Une maison, cette maison-là de Cahors, sur la rue Dorade, au coin de la rue. Ceux qui viendront peut-être un jour à Cahors, c'est au coin de la rue Dorade et la rue, je ne vois pas le autre rond. En tout cas, c'est sur la petite rue de Dorade. Vous voyez, elle est très courte. Le fleuve est juste là. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette maison à colombage, comme vous pouvez le constater? Eh bien, cette maison-là est la plus vieille maison de Cahors. Là, je peux reculer encore pour vous la montrer dans son entièreté. Je recule. Là, voilà, on peut la voir en entier. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier? Donc, c'est la plus vieille, mais devinez la date. Pas la date, mais l'âge. Elle a près de 1000 ans. Ça vous dit, hein, les maisons, comment ça peut être bien construit? 1000 ans. En fait, elle n'a pas encore 1000 ans, mais elle va être très bientôt avoir 1000 ans. Donc, j'ai pas la date exacte de création, mais c'est presque 1000 ans. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez vu mon ami avec... Alors, c'était un jeune qui cherchait un ami avec un palan. Il joue à cache-cache, je ne sais trop quoi. Mais juste devant la plus vieille maison qui a près de 1000 ans, vous avez quelque chose assez spécial. Un arbre, on va dire. C'est pas l'arbre qui est spécial, c'est ce qu'il représente. C'est l'arbre de la laïcité. Alors, montrer qu'en France, la laïcité, on rigole pas avec ça. Et il y a une pensée de Jean Jaurès. La laïcité est une pensée forte aux antipodes de la neutralité. Elle est la clé du monde qui s'ouvre devant nous. C'est un monde de pensée qui n'est fermé à aucune culture, à aucune religion et à aucun soin auquel chacun de nous est en droit d'accéder. Ah, voyez ici, je voulais vous montrer la plus vieille maison, mais je ne peux pas m'empêcher de vous montrer l'arbre de la laïcité. On ne verrait pas ça. Il faudrait demander ça à Legault, de nous planter un arbre de la laïcité. Ça... Mais je pense que l'histoire au Québec, on est pas mal passé à autre chose. Pas le Canada anglais, mais en tout cas au Québec. Ah, voyez ici qu'on appelle le franglais, on a beaucoup de problèmes au Québec. Ben, il est rendu en France. Univers coiffure. Alors ça, je trouve ça original. La station de police s'appelle Hôtel de police. Alors je me dis, si on faisait des hôtels pour nos polices à Montréal, peut-être que nos policiers deviendraient plus sympathiques. Tu sais, ils nous accueilleraient plus comme des autres que comme des criminels, n'est-ce pas? On peut rire, mais ça me surprendrait que les policiers changeraient leur attitude. Alors ici, on est plus au nord de la ville et je vous montre une tour qui porte un nom peu rassurant de Tour du Pendu. Pourquoi? C'est pour faire peur aux gens, c'est sûr. Et ici, comme on est dans le nord, les Romains avaient fait des fortifications. Alors, on va aller voir ces fortifications-là. Alors ici, vous avez un autre descendant le petit-petit-fils d'Idéfix, qui a plus le look berger allemand. Mais ça se fait tous des descendants, ces chiens-là, de Idéfix, comme tous les habitants ici sont des descendants d'Astérix, Obélix, Panoramix
Et Assurance Tourix, Bonne Mine, Valbala, tous ces personnages nous font rêver. Alors, nous sommes sur le côté nord de la ville. Voilà tout ce qui reste des Romains. Vous voyez ici, ça c'est la partie romaine avec ceci. Ils appellent ça la tour Saint-Jean ici. OK. Et si je regarde à droite de cette tour-là, il n'y a vraiment aucune chance que quelqu'un vienne attaquer la ville. C'était vraiment bien pensé. Et ça faisait, ce mur-là, romain, allait jusqu'à l'autre rive de la même façon. C'est tout ce qui reste, par exemple. Ça, évidemment, c'est du Moyen-Âge, a été rajouté plus tard. Mais cette ville-là a vraiment 2000 ans. Parce que, vous voyez, les restants des Romains. Et ça va terminer la visite régulière. Mais il nous reste un morceau de choix qui est au sud-ouest de la ville, complètement à l'autre côté. La cité se trouve... La cité, évidemment, c'est du côté est, mais on va aller du côté ouest cette fois-ci, sud-ouest. Donc je vais marcher toute la ville, mais vers l'autre côté, pour vous montrer le symbole de la ville. Alors voici donc le symbole de Cahors, c'est le pont de Valentré. Alors c'est le seul pont fortifié d'Europe, rien de moins, le pont Valentré. Excusez-moi, j'accroche le bouton qui me permet de flipper la vue. Alors, c'est un pont qui est en état excellent parce qu'il a été pas rénové, mais entretenu, mis à niveau parce que ça se dégrade. C'est un pont du 12e siècle. Donc, c'est sûr que si tu laisses un pont sans entretien du 12e siècle, il serait à moitié déconstruit. T'as beau construire ça solide en pierre. Alors, c'est Viollet-le-Duc. C'est un architecte qui, lui, respectait les monuments historiques et qui a su le garder dans un état impeccable. Vous voyez, il y a 1, 2, 3 tours de guet. Et il y a une légende que je vais vous raconter sur ce pont-là. Juste un petit point, c'est qu'il y a aussi des vignes. Vous voyez, je longe des vignes qui sont au pied du pont. C'est pour symboliser le vin, parce que une des particularités de Cahors, c'est son vin. Alors, c'est pour ça que vous avez... Ben là, c'est les vignes, elles sont pas encore... C'est la fin de l'hiver. Alors, elles n'ont pas encore eu le temps de commencer à pousser pour... Ils les taillent comme ça pour l'hiver et ça renforce les grappes de raisin. Alors, je suis sur le pont de Valentré, comme vous pouvez voir. Et demain, quand je vais commencer mon chemin de Compostelle, je vais traverser ce pont pour de l'autre côté escalader la falaise. Alors, si vous regardez la falaise qui est à côté, vous voyez cette falaise-là, ben, je vais la monter. C'est une bonne montée, je peux vous le dire, je l'ai déjà fait il y a 10 ans exactement. Et ça prend du cardio. Et ça va être le début de mon chemin. Alors la légende du petit diable. Alors l'architecte qui a de la difficulté à finir son pont a demandé au diable de l'aider à finir et en même temps de vendre son âme. Évidemment, au moment de terminer le pont, au moment de poser la dernière pierre, évidemment, il ne voulait pas donner son âme au diable. Il dit au diable, va chercher de l'eau pour poser le mortier de la dernière pierre. Et il lui a donné une passoire pour amener l'eau. Donc, il était incapable d'amener de l'eau. Et comme ça, il n'a jamais pu finir
le fameux pont. Donc l'architecte a sauvé son âme. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit diable qui pose une pierre. Donc il y a la légende dit que pour se venger, le diable, toutes les nuits, enlève la pierre, qu'on la repose chaque jour pour finir le pont, mais que le diable se venge en empêchant la fin du pont. Alors si vous regardez ici, juste au coin en haut à droite, il y a un petit diable qui est accroché à la pierre. D'où la légende. C'est pour ça qu'il est là. Alors ici, on va quitter le pont de Valentré et on va terminer notre visite de cette ville de Cahors. J'espère que ça vous a plu. Et la prochaine étape, c'est la courbe, la fameuse montée de la falaise. Pour commencer mon chemin sur mon prochain vidéo. Et l'aventure de Compostelle du pèlerinage va commencer. Et d'ici une semaine et demie, je vais avoir une semaine et demie, je vais avoir un compagnon de marche et qui allons continuer sur Saint-Jean-Pied-de-Port. Stéphane, nous allons continuer à Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Compostelle. Donc l'aventure ne fait que commencer. Alors c'est un petit intermède de mon point de départ. Mais quand même, quelle belle ville et quels gens extraordinaires que je sais pas comment, les Cadustes, les Cadorciens, les gens de Cahors, quoi. Comment ils sont d'une grande gentillesse et comment la ville est belle, comme vous avez pu le voir.